À 7h37, l'heure d'accueillir notre invité, Rafik Ben Salah, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain tunisien, établi en Suisse, observateur de la vie politique tunisienne. On va parler de la Tunisie qui s'enfonce toujours plus dans la crise. Le Premier ministre Hamadi Jebali a démissionné hier soir après l'assassinat du leader de l'opposition laïque de gauche, Chokri Belaïd. Le Premier ministre Jebali devait former un cabinet apolitique. Il n'a pas réussi. Un projet torpillé d'ailleurs par son propre parti Ennahda, le parti islamiste au pouvoir. Rafik Ben Salah, vous aviez vous-même été approché pour faire partie d'un nouveau gouvernement après la chute de Ben Ali il y a 2 ans. Vous aviez refusé. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, des regrets, l'envie d'y aller, d'y retourner? À vrai dire, je n'ai pas été clairement invité à participer à des activités politiques ou gouvernementales, mais on m'a suggéré que peut-être je serais utile en Tunisie. Et je ne crois pas être en mesure de remplir ce genre d'attente, ou de répondre à cette attente. J'aime mieux être extérieur et rester dans mon rôle qui est celui d'un observateur. Et par conséquent, j'y reste. Donc ce que je vois, c'est un processus révolutionnaire qui s'est produit avec le départ de Ben Ali. Et toutes les fluctuations auxquelles nous assistons sont à peu près normales, mais sauf qu'elles sont très douloureuses, qu'elles coûtent très cher, qu'elles coûtent la mort d'êtres précieux. Un peu désabusés aujourd'hui? Sans doute désabusés, mais non pas démissionnaires. J'ai envie quand même que les choses bougent, que les choses évoluent. Et je regarde ça avec impatience, parce que je pense que ça a trop duré, déjà. La constitution ne se fait toujours pas, les élections ne sont pas prévues, et on traîne, on ne sait pas du tout comment ça va se terminer. Il faut qu'il y ait une pression. Malheureusement, la pression du peuple est venue à l'occasion de la mort de Belaïd. C'est malheureux, c'est très triste, mais c'est déjà un processus qui a peut-être une chance d'aboutir à secouer un petit peu les esprits et pousser les gens à agir. Le Premier ministre démissionnaire, donc Jebali, l'a souligné aussi, cette lenteur dans l'écriture de la Constitution, l'absence de date aussi pour des élections. Il y a un manque de confiance dans la classe politique actuellement en Tunisie. Comment restaurer cette confiance ? Par l'action. Je crois qu'il faut agir, il faut agir vite. Et j'ai l'impression que les gens se sentent un peu trahis par ceux qu'ils ont mis au pouvoir, en particulier ceux d'Ennahda. Et je ne suis pas mécontent que ceux d'Ennahda passent aujourd'hui pour des laxistes, des gens qui laissent aller et qui peut-être espèrent que le temps fera les choses de lui-même, que les gens finiront par se lasser et puis qu'il finira par s'imposer. Parce que j'ai su, il y a déjà quelques mois, que Ennahda se considérait comme porteur de l'espoir du pays et qu'il s'installe comme s'il s'installait définitivement, c'est-à-dire qu'il mettait ses hommes un peu partout et que cela prendra le temps que ça prendra, mais que lui se considère comme l'héritier du pouvoir et que cela, il le fera. Mais la majorité d'Ennahda n'est pas absolue, ils ont besoin d'autres partis pour gouverner. Et là, on sent que la coalition se fissure. Est-ce que c'est pas encore un autre, quelque chose qui pourrait encore empirer la crise politique, de devoir créer de nouvelles coalitions? Moi, je crois que Ennahda se considérait comme l'héritier du pouvoir et qu'il se donnait le temps de s'installer et que de nouvelles élections ne ferait que confirmer cette installation. C'est pour ça qu'en traînant dans le temps, il espérait pouvoir s'installer définitivement, je dirais, puisque les élections seraient prévues dans quelques mois ou dans quelques années peut-être, dans leur esprit, je ne sais pas. Mais que le temps ferait l'affaire. Or, l'événement qui s'est produit, la mort de l'opposant que vous connaissez, a peut-être bouleversé les choses et moi, j'espère que les choses iront plus vite et autrement que ce que Ennahda avait prévu. Les partis laïcs sont en train de rater le virage de cette nouvelle donne politique en Tunisie. Je crains un petit peu, mais j'espère le contraire. Je voudrais
voir des voix s'élever, des hommes se mettre debout et des femmes surtout. Je crois que l'espoir aussi vient de là. On a vu beaucoup de femmes dans la rue, on a vu beaucoup de... Leur présence un peu partout, elle est très très forte et de plus en plus forte, me semble-t-il. J'ai été récemment invité à l'université de Tunis et j'ai observé que le public est composé en majorité de femmes, que ce soit parmi les étudiantes ou parmi les militants. On voit une grande présence féminine. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très réjouissant. Bon, on voit en Tunisie, Ennahdha a été élu, il a obtenu la majorité du peuple. C'est le cas aussi en Égypte. Les partis religieux dominent la scène politique, ils sont portés là par le peuple. Donc c'est quoi? Les gens votent mal, élisent mal, ils n'ont pas compris? Moi, je crois que c'est assez difficile à comprendre, même pour moi. Qui suis issu de ce pays, comment la disparition du dictateur a généré un régime religieux, ou a donné accès à un régime religieux qui s'est cru fondé à se proclamer victorieux et à prévoir l'avenir, son avenir. Je ne sais pas si le désespoir de la dictature a généré le refuge du peuple dans le religieux, le fait religieux. Le religieux. Probablement qu'il y a un peu de ça. Ces révolutions dans les pays arabes sont parties pour des questions économiques. C'est ce qui avait mis le feu, donné l'impulsion à la révolution en Tunisie. Depuis, on parle peu de la situation économique, on parle surtout de la situation politique, de la force d'Ennahdha. Pourtant, l'économie n'a pas bougé, la situation est toujours aussi catastrophique. Est-ce que c'est pas là la solution, en fait, améliorer la situation économique des citoyens tunisiens ou du monde arabe? Bon, sans doute, mais moi je crois que l'avenir, il est non pas nécessairement dans l'économie, mais dans la formation et dans l'instruction. Moi je crois que la Tunisie a été un exemple pendant de nombreuses années. Au lendemain de l'indépendance, la Tunisie a beaucoup investi dans la formation et dans l'instruction. Et les enfants étaient scolarisés, il y avait une scolarité obligatoire qui a été vraiment soutenue. Et qui a donné une conscience nouvelle et un peuple conscient. La politique n'a pas été suivie pour des raisons multiples. Et aujourd'hui, il faut la reprendre absolument. Il faut donner la première place à l'instruction, à l'école, par conséquent à l'université. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution pour moi, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, si on ne forme pas, si on ne donne pas une formation solide aux êtres pour leur permettre ou les autoriser à penser. Il faut qu'ils aient du travail aussi, et l'absence de travail, le chômage, ça crée des frustrations. Tout vient, à mon avis, l'économie seule ne peut pas résoudre les problèmes. Mais il faut beaucoup d'instruction, il faut beaucoup de prise de conscience, il faut de réflexion. Instruction, culture démocratique aussi à améliorer. Tout à fait, c'est essentiel. Est-ce que la diaspora, les Tunisiens de l'extérieur pourraient pas justement apporter cette culture, peut-être culture suisse, de la démocratie, à venir apprendre, à construire cette démocratie? Mais nous le faisons avec nos rencontres, avec les conférences. Personnellement, j'ai pas mal rencontré de gens. J'ai beaucoup parlé de la Suisse. Mon premier geste, lorsque la révolution s'est faite, j'ai dit, écoutez, regardez du côté de la Suisse. Il n'y a pas de meilleur modèle. Mais nous sommes loin de là. Vous êtes, quel est votre sentiment aujourd'hui? Optimiste ou plutôt pessimiste pour l'avenir de la Tunisie? Là, on est dans une période un peu d'incertitude politique. Moi, je suis optimiste pour les raisons que j'ai indiquées. C'est la prise de conscience chez les êtres, chez les citoyens, et en particulier la présence des femmes un peu partout, dans toutes les instances du pays, et ça, j'ai confiance.